La Côte d'Ivoire est en effervescence. Les récentes manifestations contre le président Alassane Ouattara provoquent un véritable chaos dans le pays, et l'éducation n'échappe pas à cette tourmente. De nombreuses écoles et universités voient leurs cours perturbés, laissant élèves et étudiants dans l'incertitude. Entre colère populaire, revendications politiques et tensions dans les rues, cette situation révèle l'ampleur de la contestation contre le pouvoir en place. Dans cette vidéo, nous analysons les impacts directs de ces manifestations sur le système éducatif, les réactions des autorités et les perspectives pour la reprise normale des cours. Découvrez les témoignages, les images des manifestations et les implications à long terme pour les jeunes Ivoiriens. Restez informés et suivez l'évolution de cette crise politique majeure. Je suis élève pour un avenir meilleur. Je dis non à la perturbation des cours. J'avoue que c'est une très belle initiative de la Direction générale de la police nationale de Côte d'Ivoire pour dire que la police, elle n'est pas seulement là pour faire de la répression, elle est aussi là pour faire de la sensibilisation. Et j'emboîte le pas à Eman parce que quand on se sent obligé d'aller tirer des enfants des cours, de leur faire peur pour qu'ils fuient les salles de classe, ça veut dire que le mot d'ordre que nous avons lancé n'est pas entendu. Parce que comment se fait-il que tu veux lutter pour le bien de quelqu'un, mais tu es obligé de l'y forcer? Christelle, il y a un adage qui dit que tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Certaines personnes tapis dans l'ombre ont décidé de faire le bonheur de nos enfants, élèves et étudiants, malgré eux. Comme si nous autres parents d'élèves, nous étions tellement inconscients. Mais Christelle, je raconte une petite anecdote que j'ai vécue ce matin. Je pars à la boutique pour acheter du lait et je vois 3 jeunes hommes qui sont en train de discuter. Ils discutaient et ils parlaient de la marche. Le plus petit qui dit aux 2 autres qui sont plus âgés que lui, il dit, pendant que nous y sommes, est-ce que tu as mangé? Mais ça m'a... Qui a demandé? Le plus petit a demandé... Le plus petit, le plus grand parlait de la marche, tout et tout. Ah, vraiment, ils sont en train de faire les marches, hein, vraiment, c'est pas mal. Hein? Et donc, le dernier qui dit à son grand frère, tu as mangé? Ça m'a fait sourire et ça m'a rappelé quelque chose. C'est de dire que aujourd'hui, chers jeunes, des gens vous demandent de sortir, ils vous demandent de tout bloquer, de tout casser. Mais finalement, quand vous allez finir de tout bloquer, de tout casser, ceux qui vous ont dit d'aller casser, d'aller brûler, d'aller tout dévaler sur votre chemin, est-ce que vous êtes tombé d'accord avec le propriétaire de votre maison pour répondre, pour aller dans le même sens que le jeune homme? Est-ce que vous êtes tombé d'accord avec le propriétaire de votre maison? Est-ce que vous êtes tombé d'accord avec la compagnie ivoirienne d'électricité? Est-ce que vous êtes tombé d'accord avec la SODECI? C'est pour dire aux uns aux autres, quand vous allez finir, vos factures, vos problèmes, vos réalités de tous les jours, vous allez faire face à cela. C'est pour cette raison que je dis aux parents d'élèves, ne permettez pas que des personnes qui aujourd'hui ont, pour leurs ambitions personnelles, ils vont mettre l'avenir de vos enfants entre parenthèses. Très bien. Ne leur accordez pas ce privilège-là. Et donc, chers jeunes, n'écoutez pas les ennemis du progrès. Ils sont là, Merci ils sont tapis beaucoup. dans l'ombre. Ils Merci. sont très cachés. Merci Daouda. Arnaud, votre commentaire là-dessus? Oui, je trouve dommage hein, qu'on en soit à sensibiliser les élèves justement parce qu'on a pourri l'atmosphère ces temps-ci. L'école devrait être justement cet endroit où on apprend le civisme, où en plus de l'éducation, de l'enseignement que l'on reçoit, on devait apprendre vraiment à être un citoyen. Malheureusement, les établissements sont pris d'assaut ces temps-ci, surtout avec ces différentes perturbations. C'est bien ce que fait la police, justement, de sensibiliser ces élèves et ce serait encore mieux que vraiment on sorte de cette situation délétère et que les élèves puissent vaquer tranquillement à leur cours. Très bien, on termine sur ce point avec Élisée avant de recevoir le porte-parole principal du candidat Awa Dombilo. Élisée Boulbeu. Ben, moi, c'est juste à la suite de mes confrères, saluer cette initiative de la police nationale et puis appeler les uns et les autres à la responsabilité. La politique, on peut la faire en épargnant nos enfants parce que c'est l'avenir de demain. Même si demain on est aux affaires, c'est avec cette génération-là qu'on va gouverner et c'est pour elle qu'on gouvernera. Donc il faut savoir vraiment arrêter, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir aussi, à un moment donné, faire preuve de décence. C'est ce que je voulais juste ajouter.
Très bien, c'est M. Seri Zoku. Il est le porte-parole principal du candidat Awa Dombello et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il vient maintenant. Notre axe d'échange, de conversation, c'est sur donc la justice, la bonne gouvernance et les différentes réformes institutionnelles qu'il souhaiterait faire, en tout cas que le candidat souhaiterait faire. Maître Seri Zoku, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, comment se porte votre candidat? Il se porte très bien. Il est en tournée. Il a visité quelle ville et quelle ville? Déjà de très nombreuses villes. On peut en citer, oui. Là, aujourd'hui, je devais être avec lui à Boisseau, Maféré, à Yamé et tout le Saint-Louis. Il avait déjà commencé dans sa région natale, Bongouano. Et puis, il était hier à Brofodoumé. Brofodoumé, c'est... c'est... C'est sur la route d'Alépé. Voilà, tout à fait. Donc ça va, dans le meilleur des mondes. Écoutez, il privilégie une campagne de proximité, une campagne de contact, parce qu'il a décidé de parler au peuple directement. Donc c'est un dialogue, un colloque singulier entre le candidat et le peuple ivoirien. Très bien. Alors Arnaud Goyen, on commencera par vous. La thématique, c'est donc sur la vision du candidat Awa Dombello sur la justice, la bonne gouvernance et les réformes institutionnelles qu'il souhaiterait donc réaliser. Allez-y. Oui, on reproche souvent à nos systèmes africains d'être trop présidentiels. On parle même de système présidentialiste où le président de la République a une pluralité de prérogatives. On parle même de dystrophie de l'exécutif. Comment comptez-vous régler ce problème? Ou bien pour vous, c'est un atout qu'on ait un président qui soit suffisamment fort et pas toujours redevable? Maître? Oui. Nous sommes effectivement sur la question du type de régime qu'on voudrait choisir en Côte d'Ivoire. Alors, évidemment, on a le choix entre le régime que vous venez de décrire, le régime présidentiel, qui varie vers ce qu'on appelle le présidentialisme, mais où l'exécutif est vraiment une sorte de monarque républicain. Et puis, on a à côté de cela un régime parlementaire, où c'est le Parlement qui est le dépositaire du pouvoir et qui désigne à ce moment-là le chef de l'exécutif. Je sais que c'est un débat qui avait été soulevé par le professeur Mamadou Koulibaly. Alors entre les deux, nous avons l'intention de passer à une nouvelle république. Donc ça c'est l'un des piliers de la campagne et des projets de M. Awa Dombello, du docteur Awa Dombello, ce serait de passer à une véritable 4e République qui va être soumise pour cela à l'avis de la population dans le cadre d'une constituante. Quels sont les piliers? Voilà. Exactement. Et donc, quels seront les piliers justement de votre 4e République? Cette 4e République, effectivement, va essayer justement de réduire quelque peu les pouvoirs de l'exécutif. Ça veut dire que nous serons dans une situation de parlementarisme renforcé avec plus de pouvoir au Parlement. Je veux donner par exemple un exemple. Vous avez le président qui forme son gouvernement, il nomme ses ministres et puis du jour au lendemain, ils se mettent au travail. Nous pensons que le Parlement doit avoir une capacité, par exemple, d'avoir un œil sur le ministre en question, de soumettre ce ministre-là, entre guillemets, à la question parlementaire. Mais la question orale existe déjà, même si le ministre n'est pas obligé de s'y rendre. C'est exactement de cela que je parlais, et ça a été très bien illustré, par exemple, par le député Assalé Temoko, qui a démontré comment ce travail parlementaire est obstrué, justement, par le fait que, finalement, il n'y a pas de mesure, de contrainte qui obligerait le Parlement à recevoir le ministre, à lui infliger éventuellement un avertissement, à même susciter une motion de défiance à son égard, dans la mesure où ce ministre aurait commis des écarts dans le cadre de ses fonctions. Dans certains pays, par exemple, le Sénat donc, reçoit la liste des promus, enfin de ceux qui pourraient être nommés ministres. La liste vient de la présidence. Et puis le Sénat les soumet donc aux questions liées
au département C'est à qu'il cela que j'en souhaiterait. venais. Mais lorsque le Sénat estime que les réponses du ministre ne sont pas assez satisfaisantes, le Sénat ne valide pas la proposition du président de la République. Est-ce que c'est le même modèle que voudrait installer le C'est candidat? exactement à cela que j'en venais, dans le complément donc de ma première réponse, pour soumettre le ministre à un examen préalable de l'acceptation de sa candidature ou de sa nomination. Donc on vérifie un certain nombre d'éléments partant de la compétence et à sa vie de tous les jours, bien entendu, et bien entendu également en prenant en compte la nécessité, par exemple, et l'obligation pour ce ministre de proposer un programme, entre guillemets, de gouvernement ministériel. Et donc, le ministre prendra un engagement avec des objectifs précis à atteindre, lesquels feront l'objet d'une revue régulière, à des périodes régulières, de façon à ce qu'on vérifie si le ministre marche dans le moule. Et vous avez parlé du Sénat, par exemple. Nous pensons, en tout cas, moi personnellement, lorsque j'animais l'une des campagnes de l'ancien président Laurent Gbagbo, dans son programme, il y avait le Sénat. Mais c'était un point, par exemple, que je ne défendais pas parce que j'estimais que c'était une institution superfétatoire qui n'avait absolument aucune raison d'exister. Voilà, d'exister. Et donc, cette institution, par exemple, ne devrait pas normalement avoir droit de citer dans le schéma institutionnel nouveau que nous entendons soumettre à référendum. Voilà. Herman? Maître Zokou, parole du candidat Awa Dombélo. Le problème avec des lois dont vous parlez, c'est pas tant l'opportunité de ces lois-là, c'est surtout la pertinence de ces lois au niveau de l'interprétation que chacun en fait et qui finalement qui s'éloigne de l'intention première du législateur. On voit aujourd'hui qu'on ne peut pas aujourd'hui, même les juristes ont des débats sur une loi, sur ce que cette loi veut dire. À ce niveau-là, comment est-ce que Awa Dombélo entend régler cette situation? En fait, comme on dit, lorsque c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors, nous avons l'exemple précis avec les conditions d'éligibilité du président de la République en Côte d'Ivoire, où tous les grands spécialistes se sont cassés la tête, parce qu'on s'est privé d'écrire clairement que de toute sa vie, aucune personne ne pourra être candidat, disons, ne pourra exercer plus de 2 mandats de sa vie. Comme l'ont fait certains pays. De façon notamment. précise. Voilà, de façon précise. Donc, il y a d'abord le travail de légistique qui doit veiller justement à apporter ces précisions. Cependant, l'un des obstacles effectivement qui pourrait se poser, c'est en même temps les questions de majorité au Parlement. Parce que généralement, le chef de l'exécutif va avoir une majorité qui va le suivre. Et par conséquent, il sera difficile peut-être que ces députés aillent contre la ligne que le président ou le Premier ministre aura imposée.